Aujourd'hui, je veux vous parler du choix du refroidisseur pour un échangeur air-sol à eau glycolée. Comment réaliser cette installation pour qu'elle fonctionne correctement? Maintenant, je vais vous expliquer la manière la plus simple de faire une telle installation. Regardez, nous avons des tuyaux enterrés. Ce sont des tuyaux d'un diamètre de 32 mm enterrés à une profondeur d'1,80 m à 2 mètres. Et attention, ces tuyaux d'eau, nous les montons dans un environnement humide. Plus c'est humide, mieux c'est. Cela nous restitue mieux la chaleur et récupère mieux la chaleur. Le schéma est simple. Regardez. Pompe, électro-vanne, vanne de service ordinaire pour remplacer le refroidisseur, ou disons pour introduire le glycol. La deuxième vanne, vanne de sécurité, puis vase d'expansion. Voici toute notre installation. Très simple. Ça, je vous dirais même franchement, objectivement, il y a de telles pressions ici que même si vous n'installez pas tout ça, cela devrait fonctionner. Mais pour des raisons de sécurité, nous devons toujours installer la vanne de sécurité et notre vase d'expansion. Il n'y a rien de plus, puisque la centrale de ventilation, nous avons une prise d'air. L'air passe par la prise d'air, puis par notre refroidisseur au glycol. Par notre refroidisseur glycol, puis il arrive à notre centrale de ventilation d'air. En été, il y est refroidi. En hiver, il est chauffé. Je vais vous montrer la caractéristique des températures hivernales moyennes que nous avons créées pour des conditions typiques de la Pologne. Elle dépend de la température. Les coûts d'une telle installation sont situés entre 2500, 3000, 4000 et cette installation. Il faut aussi se rappeler que dans le cas de l'échangeur à l'eau glycolique, la puissance avec environ 200 mètres de tuyaux dépend de l'environnement. Le plus important est l'environnement, mais en moyenne, nous obtenons 2 kW, 2,5 d'un simple système aérien qui fait circuler l'air à travers ces tuyaux. On obtient plus, on obtiendra 1 kW de plus. Seulement, ici, on a l'avantage principal que l'eau ne se condense pas, on ne sent pas ses odeurs, il n'y a pas de moisissure, car ici, nous avons un système séparé. L'air passe par ce refroidisseur que nous pouvons à tout moment prendre, nettoyer, laver, faire quelque chose avec. Ce circuit correspondant à ce schéma, je soupçonne que tout le monde peut le faire. Aucun professionnel n'est nécessaire, car il y a même un problème pour trouver un expert pour échangeur air-sol à l'eau glycolée. Mais en raison de sa simplicité, tout le monde peut le faire. Ça peut être n'importe quel plombier ou électricien, car de quoi avons-nous besoin ici? Il faut creuser à une profondeur de 2 mètres et déployer ces tuyaux. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs façons de déployer ces tuyaux. Vous les trouverez sur Internet. Cette connexion, un plombier pourra facilement faire ça pour vous. Il n'y a absolument aucun problème. Comme je l'ai dit, c'est une installation bon marché. C'est une installation qui sera certainement rentable. Nous devons juste faire très attention à l'installer dans un endroit avec une grande humidité du sol pour qu'il y ait de l'eau. Si vous installiez quelque chose comme ça dans une rivière à une profondeur de 2 mètres, vous auriez une climatisation de puissance, disons même de 10 kW. Vous auriez un chauffage d'appoint en hiver d'une puissance, disons, de 2 à 3 kW. Je voulais vous dire que les premières pompes à chaleur qui ont été installées en Pologne, créées dans les années 80, c'était des pompes à chaleur développées à Poniatowa. À Poniatowa, il y avait un fabricant de compresseurs, tels que les vieux réfrigérateurs qui étaient fabriqués en Pologne. Ceux-là avaient justement des compresseurs de cette entreprise de Poniatowa. C'est là que les premières pompes, les prototypes, ont été développés. J'ai vu là-bas une documentation. Elles étaient conçues de telle manière que cet échangeur, il était installé, on peut dire, dans une fosse septique. C'était des installations d'hôtels ou quelque chose comme ça. Une fosse septique ne gèle jamais. C'est une source de chaleur. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était formidable. Mais bien sûr, vous savez, à l'époque communiste, le charbon était bon marché et ces projets ont été abandonnés. C'est comme ça aussi dans l'automobile, où différents projets de voitures finissent par être enterrés et ça va des meilleures aux pires voitures. Eh bien là, c'est pareil. La pompe à chaleur polonaise de l'époque, dans les années 70 ou vers la fin des années 70, développée à Poniatowa, ce projet a aussi été enterré, mais c'était un projet extraordinaire. La source n'était pas dans le sol, disons qu'elle provenait d'un lac, d'une fosse septique ou quelque chose comme ça, et l'échangeur
était spécialement conçu. L'efficacité de l'ensemble était vraiment, vraiment élevée. Les Polonais y pensaient déjà depuis longtemps et concevaient de tels circuits depuis longtemps. Et pour être honnête, je ne sais pas si quelqu'un peut vanter un tel circuit en Pologne actuellement. J'ai quand même vu 3 installations de ces pompes à chaleur où l'environnement se trouvait dans un étang à une profondeur adéquate, mais pas dans une fosse septique ou dans des systèmes d'évacuation d'eau usée. Pourtant, cela pourrait être fait. Cela pourrait être utilisé dans de grandes stations d'épuration. Là-bas, il y a toujours une température plus élevée, glycémie. Il y a vraiment beaucoup à faire ici. Je suis vraiment surpris qu'aucun ingénieur ne s'en ait occupé. Je n'ai pas vu de telle solution ou bien je n'ai pas assez cherché. Maintenant, je vais vous expliquer comment choisir les paramètres de ce type de refroidisseur, comment calculer le delta T. Ceci lors du choix des refroidisseurs. Voici le schéma Des caractéristiques du sol. À une profondeur de 2 mètres, nous avons les températures de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et ainsi de suite. Sur cet axe, nous avons la température. J'ai marqué une étendue des températures. De quoi s'agit-il? Si nous allions mesurer en Pologne, disons, je ne sais pas, à une distance de 100 mètres, cette température, à cette période de l'année, s'il y a des eaux souterraines, alors ces températures vont varier. C'est pourquoi vous avez une telle plage élevée ici, ou disons en moyenne en Pologne. J'ai fait cela sur la base de, je ne sais pas, 50 mesures différentes dans divers endroits et sur la base de l'expérience. Et aussi, nous avons déjà mis au point, un peu par hasard, un enregistreur de température et nous l'avons également testé. Seulement, nous l'avons testé à une profondeur d'1,60 m. Et c'est à peu près à quoi ça ressemble. Juste une autre chose très importante. C'est, on peut dire, une caractéristique générale. Donc, il ne faut pas voir cela comme quelque chose de parfait, qui sera toujours ainsi, car chaque année a un été différent, un hiver différent, un printemps différent, une répartition différente de la température. Donc, ces courbes peuvent être décalées, peuvent être un peu plus élevées, un peu plus basses, mais je pense que nous avons réussi à faire en sorte que celui-ci soit ici, disons, correct. Et prenons par exemple janvier. En janvier, c'est bien connu, décembre n'est pas encore si froid, la neige là-bas ne fond pas. Alors disons qu'en janvier, nous avons une température du sol, disons, dans une plage de 2 à 5 degrés. Cependant, en juillet ou en août, disons en juillet, nous avons environ de 8 à 16 degrés, disons. Nous parlons ici de la température du sol à une profondeur de 2 mètres. C'est une répartition moyenne en Pologne. Je le répète, une moyenne. Cela peut être différent et cela dépend simplement de l'année. On ne peut jamais supposer que c'est comme ça. Eh bien, disons que c'est la tolérance. Alors, regardez. Prenons par exemple le mois de juillet. Nous avons une température. Je prends une moyenne, disons, de 10 degrés. Voilà le point. Nous avons 10 degrés à cause. C'est ce que nous appelons la température du sol. température du sol, TZ. Nous avons donc déjà déterminé en juillet cette température du sol TZ. Mais regardez encore une chose très importante. Si nous avons connecté un échangeur de chaleur à l'eau glycolée ou en général n'importe quel échangeur air-sol, si c'est dans une source exceptionnellement humide, c'est-à-dire les tuyaux sont placés dans un sol humide, alors la température se maintiendra très longtemps. Mais si nous les installons dans un endroit sec, donc moyennement humide, voire exceptionnellement sec quand notre échangeur fonctionne, il nous amène la chaleur dans le sol et, par exemple, nous passons ici de la température de 10 degrés à 12, 13, 14. Donc, cette source doit se reposer pendant 2, 3, 4 heures. Elle doit nous rendre, le sol doit nous rendre cette chaleur. Et puis, nous mettons à nouveau en marche notre échangeur air-sol ou un autre échangeur que nous utilisons. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des fluctuations de température et en été, si j'y conduis de l'eau chaude, eh bien, la température augmente. Et comme je le dis, cela peut osciller jusque-là. Cela peut osciller tranquillement jusqu'à 15 ou 16 degrés.
Donc, dans la centrale, nous nous arrangeons pour éteindre pendant 1 heure ou 2 l'échangeur air-sol à l'eau glycolée. Alors, nous retournons à cette température. Très souvent, cela se fait de telle manière dans les centrales de ventilation que nous laissons cette source se reposer, par exemple, la nuit, quand il fait frais en été. Par exemple, en été, la nuit, il fait 22 ou 23 degrés. Alors, nous laissons notre échangeur air-sol et ce sol se reposer, tandis que nous activons le contournement et nous aspirons l'air frais de l'extérieur et nous refroidissons également les pièces de cette manière. Maintenant, comment calculer la puissance? C'est très important. Comment calculer la puissance d'un tel refroidisseur? Comment le choisir? Eh bien, c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Il n'y a aucun mystère. Prenons la température du sol. Je suppose qu'elle est de 10 degrés. Z est égal à 10 degrés Celsius, disons. Maintenant, la température. Disons qu'en été, elle est de, disons, 32 degrés. Nous allons l'appeler température de l'air extérieur. Ça t'a chier, pêché. Elle était à 32 degrés Celsius. Et maintenant, écoutez, si on a quelque chose comme ça, on calcule le delta T. Delta T, c'est simplement la différence entre ces deux températures. Regardez TP. Mon moins la température de notre source, c'est-à-dire la température de l'air moins la température de la source, ce qui nous donne 22 degrés Celsius. Nous avons quelque chose comme 22 degrés Celsius. Maintenant, attention. Nous passons à notre schéma. C'est la puissance moyenne de notre refroidisseur. C'est exactement la puissance de cet appareil. Et regardez, nous vérifions. Nous avons combien? 22 degrés. Voilà. Nous avons environ 22 degrés. Voilà. Et vous avez une puissance d'environ 3 kilowatts. Honnêtement, c'est tout à fait suffisant. Certes, c'est donné pour un débit de 600 mètres cubes, mais disons que pour un débit de 400, si vous voulez, vous arrivez jusqu'à, disons, 2 kilowatts et demi. Il n'y a pas une si grande différence. Regardez, en choisissant un tel refroidisseur qui coûte environ 1000 zlotys avec peinture, puis les conduits, les canaux, tout cet équipement, nous avons la puissance. Nous avons ici une puissance de refroidissement et une puissance de chauffage d'environ 2,5 à 3 kW. C'est le maximum que vous pouvez utiliser de cette source. Il faut se rappeler que tous nos refroidisseurs doivent avoir une chose. Même si vous achetez un autre type, il doit avoir un drainage d'eau et il doit être fabriqué de. Remarquez la taille de cet appareil. Ici, nous avons 200 mm et ici, nous avons l'ensemble. Donc, on peut dire que ces appareils doivent avoir, je ne sais pas, 6 cm, 60 cm, disons. Sur environ 50 à 60 cm aussi. Il s'agit de la taille. Ce refroidisseur doit être grand et il l'est, car il doit permettre un léger flux et il ne peut pas non plus créer trop de résistance. Je pense qu'après ce que je vous ai dit et je vous ai expliqué comment lire la puissance du refroidisseur, comment le choisir, comment calculer ce delta T, je pense que chacun pourra s'en sortir. Chacun sera capable de choisir un tel refroidisseur, de calculer, de recalculer, et chacun sera capable d'installer cet échangeur air-sol à l'eau glycolée. Il n'y a pas de mystère ici. Il n'y a pas de philosophie. Tout cela est simple, adapté à l'utilisateur lambda. Merci beaucoup.